Bonjour à tous et à tous, bienvenue à cette grande édition en langue française avec la présentation Jean Damascène Manichimé. Au sommaire de cette édition, les sénateurs au Parlement rwandais ont débuté ce jeudi une retraite dans le district de Nyagatare, à l'est du Rwanda, en vue d'échanger sur les stratégies permettant de mener à bonne fin leurs obligations. La population des secteurs avoisinant le parc national des volcans se réjouit du projet de les relocaliser dans un village moderne pour céder place aux travaux d'extension de ce parc. Les jeunes qui pratiquent le commerce transfrontalier entre le Rwanda, le Burundi et la République démocratique du Congo exhortent les autorités politiques des deux pays à tout mettre en œuvre pour garantir la paix dans la région des Grands Lacs. Vous faites bien de suivre la télévision rwandaise. Les sénateurs au Parlement rwandais ont débuté ce jeudi dans le district de Nyagatare du Rwanda une retraite de 3 jours en vue d'échanger sur les stratégies permettant de mener à bonne fin leurs obligations. Les parlementaires doivent tabler entre autres sur le pas franchi dans l'exécution du programme gouvernemental de développement et le rôle que doit jouer le Sénat dans la mise en pratique de ce programme. Le président du Sénat rwandais, le docteur Augustin Iyamuremye, a rappelé combien les activités du Sénat ont été généralement handicapées par la pandémie de Covid-19, raison pour laquelle des stratégies adéquates doivent être adoptées pour relancer ce qui n'a pas pu être bien accompli. Il a montré qu'un examen profond reste nécessaire pour bien identifier les réalisations acquises et entrevoir l'accélération des activités du Sénat. Nubwo muri manda turimo hari byinshi tumaze kugeraho. Même si nous avons beaucoup réalisé au cours de ce mandat, il y a encore à faire. Je rappellerai notamment les prévisions qui tiennent compte des particularités du Sénat, comme le contrôle et le respect des principes fondamentaux. Il y a le souci d'approcher davantage la population en vue de bien connaître sa participation aux divers programmes visant son bien-être, ainsi que les défis qui compromettent la vie sociale de la population, afin qu'elle s'améliore. Un autre point que nous avons encore à réaliser et qui est vivement souhaité par tous les sénateurs est que le Sénat doit être le réservoir des idées du pays, l'objectif même de sa mise en place. Cy'igihugu think tank kuko ari cyo yashyiriweho. Au cours de cette retraite, les sénateurs tableront également sur le fonctionnement du Sénat et pourront renforcer leurs connaissances sur le contrôle de l'action gouvernementale. Les sénateurs clôtureront leur retraite le 30 juillet courant. Et parlons environnement à présent. La population des secteurs avoisinant le parc national des volcans, nous sommes au nord du Rwanda, se réjouissent du projet de les relocaliser dans un village moderne pour céder place aux travaux d'extension de ce parc. Cela intervient alors que les instances concernées par la mise en pratique de ce projet sont réunies au district de Musanze pour examiner son état d'avancement. Le parc national des volcans situé au nord-ouest du Rwanda connaîtra une extension de 23% de la superficie actuelle. Ce projet de conservation vise surtout l'amélioration de l'habitat des gorilles de montagne dont la population a quadruplé durant les 40 dernières années. Au cours de ces prochaines années, les protégés qui s'étendent sur 13 000 hectares obtiendra une superficie additionnelle de 10 000 hectares. Quelques 3 740 hectares seront utilisés pour les activités du parc, tandis que plus de 6 000 hectares seront réservés comme zone tampon, une partie pouvant être occupée par des activités agroforestières et agricoles, entre autres. Les habitants concernés par cette relocalisation sont estimés à plus de 4 300, alors que les travaux d'extension du parc des volcans s'étendront sur une période de 10 ans, avec le coût estimé à plus de 300 milliards de francs rwandais.
De l'environnement à la santé, le Rwanda s'est joint au reste du monde ce jeudi pour réfléchir sur la journée internationale consacrée aux maladies du foie, notamment les hépatites. Le thème retenu cette année stipule que le dernier kilomètre vers l'élimination de l'hépatite doit être un objectif. En 2018, le Rwanda a mis en place le programme national d'éradication de l'hépatite avant l'année 2024. Certains points de ce programme sont notamment que 7 millions de personnes de 15 ans et plus devraient avoir passé des tests sérologiques, prendre en charge toutes les personnes souffrant de l'hépatite afin que le taux d'infection passe de 4% à 1% dans moins de 5 ans. Le Rwanda est le seul pays d'Afrique subsaharienne à avoir mis en place un tel programme pour l'élimination de l'hépatite. Parmi les réalisations atteintes dans la lutte contre l'hépatite, il y a que presque 7 millions de personnes ont passé le test de dépistage de l'hépatite C et dont 60 000 ont été prises en charge et sont guéries. Parallèlement, plus de 4 millions de personnes se sont soumises au test de dépistage de l'hépatite B, dont 7 000 sont sous traitement antirétroviral à vie. Et c'est au moment où plus de 7 millions de personnes, dont des enfants et des personnes adultes, ont été vaccinées contre l'hépatite B. La suite de ce journal, les fabricants et vendeurs des produits manufacturés au Rwanda, présents à l'exposition internationale de Kigali 2022, indiquent que leurs produits sont actuellement au même niveau de compétition avec ceux fabriqués dans d'autres pays africains. Kassim Youssouf. L'exposition internationale de Kigali 2022 est à son 3e jour ce jeudi et ceux qui exposent leurs produits affirment qu'actuellement la mentalité des visiteurs change davantage par rapport aux expositions antérieures. Notre particularité est que nos produits sont résistants et les clients les apprécient parce qu'ils sont de très bonne qualité. Vous savez qu'ici, nous marchons à travers des montagnes, des roches et ces souliers résistent. Ils sont bien faits et nous les produisons nous-mêmes et leur talon n'est pas facilement usé par la marche. C'est du soulier que le client porte et revient. On peut le comparer à du soulier italien. Mon souhait, c'est qu'ils viennent à nous. On disait auparavant que Made in Rwanda n'est pas de bonne qualité, mais maintenant on change de mentalité. Je trouve que nos produits sont de bonne qualité parce que si vous considérez une veste Made in China, il n'a rien à voir avec le mien. Vous voyez qu'elle est de bonne qualité car son tissu est de première qualité et ils l'apprécient. Les exposants en provenance de différents pays d'Afrique indiquent par ailleurs être fiers du changement de mentalité des Africains qui ont compris qu'ils doivent porter des vêtements manufacturés chez eux. Nous avons beaucoup progressé. Nos vêtements sont actuellement d'un niveau appréciable. Ce n'est plus comme au cours des années antérieures. Chaque année, nous apprenons davantage. Ce qui nous réjouit beaucoup, c'est que les gens d'Afrique de l'Est portent des vêtements manufacturés chez eux et souvent plus que ceux en provenance de l'extérieur. C'est pourquoi nous en sommes très satisfaits. Cela a aidé à mon business d'avoir des clients en provenance de différentes parties du monde. Les gens viennent ici et enregistrent nos coordonnées téléphoniques. Même s'ils n'achètent pas, ils nous appellent et passent des commandes. Cela nous a bien aidés. La Fédération rwandaise du secteur privé indique que le soutien apporté à ceux qui exposent les produits manufacturés au Rwanda permet d'accroître leur contribution à créer des innovations, cela pour leur propre développement et celui du pays en général. Des entreprises ont été soutenues à venir exposer leurs produits, surtout que pour certains, c'est au début, mais disposent des produits de bonne qualité, mais sans avoir encore les moyens de les exposer.
Le Minicom et RDB ont soutenu certains et nous espérons qu'ils auront des clients de façon qu'ils pourront revenir la fois prochaine. Selon les statistiques, leur effectif a augmenté par rapport à l'année dernière et se reflète à travers les produits présents qui sont différents de ceux de l'année dernière. L'exposition internationale de Kigali 2022 va durer 2 semaines et ressemble à environ 469 exposants en provenance de différents pays d'Afrique et du Rwanda. Ils affirment attendre de cette exposition de bons résultats. Les jeunes qui pratiquent le commerce transfrontalier entre le Rwanda, le Burundi et la République démocratique du Congo exhortent les autorités politiques du pays à tout mettre en œuvre pour garantir la paix dans la région des Grands Lacs. Ces jeunes ont lancé cet appel au terme du forum de 2 jours au district de Rusizi à l'ouest du Rwanda. Caritas Ouera nous en dit plus. Au cours de ce forum, ces jeunes ont entre autres construit la maison de Madame Tassienne Nyiraneza qui vivait dans une maison vétuste dans le district de Rusizi. Ces jeunes ont également érigé un jardin de la paix au rond-point de Bugarama au carrefour de la route reliant le Rwanda, le Burundi et la RDC. Ces jeunes commerçants ont également visité le poste frontalier de Ruhwa entre le Rwanda et le Burundi actuellement fermé. Les activités de ces jeunes s'inscrivent dans le projet connu comme Pakashambaletu ou la frontière notre gagne-pain. Les initiateurs de ce projet indiquent qu'il s'agit là d'une sorte de sensibilisation des jeunes à s'engager pour la paix durable dans la région. Nous croyons que les jeunes sont la force. Les jeunes symbolisent aussi l'avenir et les jeunes sont des dirigeants de demain. Et les dirigeants de demain, nous voudrions qu'ils puissent avoir une bonne compréhension des dynamiques autour de la région des Grands Lacs et qu'ils comprennent que ceux qui vivent au Congo, ceux qui vivent au Rwanda, ceux qui vivent au Burundi, ce sont nos frères. Si vous avez grandi et que vous avez eu pendant votre jeunesse des activités avec les jeunes des autres côtés, vous n'aurez pas de stigmatisation, vous n'aurez pas de préjugés sur ces jeunes et plutôt vous allez travailler pour développer des partenariats. Et ces jeunes, ils sont en train d'être sensibilisés sur une approche qu'on appelle le business for peace, qui est le commerce pour la paix, mais aussi sur l'amour du prochain. Conscients de l'importance de la paix et de la concorde entre les pays, les jeunes du Rwanda, de la RDC et du Burundi interpellent les responsables politiques pour développer tout ce qui favorise la paix, ajoutant qu'ils sont prêts à militer pour le vivre ensemble entre les jeunes eux-mêmes d'abord et entre la population tout entière. Nous voulons une bonne collaboration entre les 2 pays, les 3 pays, le Congo, le Burundi et le Rwanda. Nous demandons à nos autorités qu'ils puissent nous accepter à travers nos activités de commerce. Nous pouvons même amener la paix entre les 3 pays. Déjà, se rassembler autour d'un même projet, c'est quelque chose de très bien, de très super. Cela prouve en suffisance que nous sommes déjà unis. Il y a déjà une paix qui est durable entre les jeunes commerçants de la RDC et du Rwanda et du Burundi. L'unique message, c'est l'amour. C'est l'amour et la paix. Nous devons consolider cette paix parce que sans la paix, on ne peut rien faire. Nous ne sommes pas pour les messages de haine. Pourquoi? Parce que dans tous les pays, nous cohabitons ensemble. Ici au Rwanda, il y a les Congolais qui y sont. Au Burundi, il y a des Congolais et des Rwandais. En RDC, il y a des Burundais et des Rwandais. Alors nous, on n'a pas besoin de messages de haine. Nous voulons toujours consolider la paix et vivre ensemble. Parce qu'aussi, il y a les gagnants-gagnants. Nous traversons ici au Rwanda pour acheter les histoires, aller les revendre ou pour se ravitailler. Les Rwandais aussi ont besoin de venir au Congo pour vendre leurs histoires afin que nous puissions vivre. Raison pour laquelle nous ne sommes pas pour les messages de haine, les messages qui insultent la jeunesse, pour la jalousie, la haine. Non, nous on a refusé ça. La contribution maintenant sera d'aller vulgariser les messages dans mon pays, surtout dans ma province, Sud Kivu, pour que les gens ne puissent pas penser ce qu'ils pensaient. Parce qu'ici au Rwanda, nous avons été bien accueillis par nos amis rwandais, burundais, nous sommes bien logés, tout se passe bien. Maintenant, nous allons faire arriver les messages comme quoi il n'y a pas de problème entre les Congolais et les Rwandais.
la jeunesse doit rester soudée pour qu'on puisse voir comment faire évoluer toutes nos frontières. Plus d'une centaine de jeunes qui pratiquent le commerce transfrontalier entre le Rwanda, la RDC et le Burundi ont passé 2 jours à Rusizi, au sud-ouest du Rwanda, une occasion pour eux d'examiner comment contribuer à la paix par le biais de leur commerce transfrontalier. Et parlons toujours du commerce transfrontalier. Nous sommes rejoints sur ce plateau par le docteur Elvis Mbembe. Docteur, bienvenue. Merci. Et vous êtes à la tête de l'organisation IPIS qui assiste en particulier, si je ne me trompe pas, les femmes qui pratiquent ce commerce. Et pourriez-vous d'abord nous parler brièvement, quelle est la situation actuelle de ce commerce transfrontalier? Merci beaucoup. Initiative pour la paix et les droits humains, l'organisation que je représente, travaille depuis 2019 avec les femmes petites commerçantes transfrontalières entre les villes de Rubavu, Goma, Ruzizi et Bukavu, Kamanyola et Bugarama. Alors, depuis tous ces temps, nous essayons d'aider les femmes dans le cadre de leur autonomisation. Et nous avons vu un certain nombre de problèmes qui handicapent en fait cette autonomisation de la femme. Et si nous devons commencer par les faits les plus récents, vous savez que depuis les tensions qui ont monté entre les deux pays, les frontières sont fermées déjà à 15 heures. Ce qui veut dire que le temps que les femmes ont pour faire leur travail a drastiquement baissé. Et déjà, vous voyez qu'aux alentours de 13 heures, spécialement à la petite barrière, qui est la frontière la plus utilisée par ces femmes petites commerçantes, vous trouvez qu'il y a de très longues queues de ces femmes qui doivent regagner leur domicile. C'est qu'ils n'ont pas suffisamment de temps pour pouvoir faire leur travail. Mais à part cela, nous venons récemment aussi de vivre la crise liée au Covid-19, qui a particulièrement affecté les capitaux de ces femmes. Vous vous rappelez qu'il y avait des moments de confinement. Et pendant ces moments, les femmes avec le peu de capital, ici nous parlons de femmes dont le capital oscille entre 50 et 100 $, c'est-à-dire entre 50 000 et 100 000 francs rwandais. Et ce sont des femmes qui vivent en fait au jour le jour. Alors, un moment de confinement de plusieurs jours, comme on l'a vécu, en fait, a fait que certaines de ces femmes ont pu manger, si je peux utiliser le mot, utiliser leurs capitaux. Et actuellement, la plupart de ces femmes qui faisaient le commerce avant Covid, certaines d'entre elles ont carrément changé de métier. Mais à part ça, il y a maintenant d'autres problèmes qui ont toujours été là depuis longtemps, notamment le problème lié à la confiscation des biens pour plusieurs raisons. Des fois des raisons non comprises par les femmes, des fois aussi des raisons arbitraires par les hommes. Là, autres. vous parlez des tracasseries administratives. Tout à fait. On peut appeler ça en termes généraux les tracasseries administratives de part et d'autre. Des fois c'est fondé, des fois c'est pas fondé, mais il y a, peut-être qu'on pourrait en parler plus tard, comment est-ce qu'on peut faire pour pouvoir marcher. Mais ces tracasseries sont liées aussi des fois à des problèmes d'interprétation de loi ou des mises en œuvre différentes de lois selon qu'on est dans un pays ou dans l'autre. Et un autre problème que nous avons, qui a eu beaucoup plus d'importance à partir de la crise de Covid, que nous nous sommes rendus compte en fait que les associations de femmes ou les coopératives ne fonctionnent pas bien. Et cela aussi affecte la capacité de ces femmes à faire le business, surtout lorsque les groupages et le travail au sein des associations étaient imposés. Et d'une façon générale, un autre problème que je peux voir, c'est un problème lié au manque de connaissances ou à l'ignorance des petits commerçants transfrontaliers, inclus les femmes, de leurs droits et de leurs obligations comme commerçants transfrontaliers. Donc voilà un peu de mots, le problème qui mine le commerce transfrontalier. Et bien entendu, tout ça, ça se passe sur l'arrière-plan des tensions politiques où il y a une sorte d'instabilité qui ne permet pas vraiment une certaine certitude de ce que le commerce pourrait être dans les jours à venir. Et effectivement, docteur, vous avez tout à l'heure suivi avec nous ces jeunes de la région des Grands Lacs qui demandent aux politiciens de tout faire pour que la paix règne dans la sous-région. Et quand on parle de la guerre, quand on parle du manque de la paix, et nous savons que la femme est affectée de façon particulière. Est-ce qu'il y a une prise de conscience de ce danger aussi? Vous essayez, vous aidez ces femmes à
à faire entendre leur voix pour que la paix aussi revienne, pour que leurs activités puissent bien marcher. Oui, non seulement la femme est particulièrement affectée par tout ce qui se passe autour du petit commerce transfrontalier, mais aussi par rapport à nos statistiques, les femmes occupent en fait la première position quand on parle de répartition en genre des acteurs de commerce transfrontalier, c'est-à-dire qu'il y a plus de femmes qui font le petit commerce transfrontalier entre le Rwanda, la RDC, disons entre les pays de la région, qu'il y a d'hommes. Ce qui veut dire que tout problème qui affecte le commerce transfrontalier affecte d'abord les femmes, mais les femmes ont leur spécificité. Quand nous parlions ici des tracasseries, mais parmi ces tracasseries, nous avons aussi les cas de harcèlement sexuel ou de violences sexuelles qui ont été aussi rapportés. Mais à part ça, il y a un problème particulier qui concerne les femmes spécifiquement. Ce sont les questions liées à la santé sexuelle et de reproduction. Et c'est-à-dire que vous vous rappelez que ces femmes, en fait, quittent leur domicile le matin et rentrent le soir. Elles n'ont pas le temps de consulter le médecin pour le planning familial ou prendre des médicaments pour réguler les naissances. Et nous nous sommes rendus compte que cela affecte, en fait. On s'est rendu compte qu'à la fin, les femmes petites commerçantes ont une moyenne de 3 à 4 enfants. Et si vous comparez ça avec leurs capitaux, qui oscillent entre 50 et 100 $, vous vous rendez immédiatement compte qu'on ne peut pas nourrir une grande famille avec ces capitaux. Et ici, nous devons aussi mentionner que ces femmes petites commerçantes, la plupart sont en fait même les chefs de ménage. Donc, toutes ces questions-là, les questions de santé sexuelle et de reproduction, les questions de harcèlement ou de violences sexuelles, les affectent d'une façon particulière. Et pour terminer, alors, comment est-ce que vous accompagnez ces femmes ? Bon, par rapport à notre projet, nous avons pris 4 piliers. Le premier était pour pouvoir aider les femmes à connaître leurs droits et obligations. Et cette aide-là va mettre dans la main avec l'aide aussi que nous accordons aux agents de l'État qui sont affectés aux frontières, où nous avons organisé des formations sur les différentes lois qui régissent les petits commerces transfrontaliers. À part ça, nous avons mis en place des cliniques juridiques, c'est-à-dire des lieux où les femmes qui ont des problèmes de toutes sortes peuvent venir nous entendre. Nous avons des juristes qui sont là. Nous avons ces cliniques juridiques au niveau des 4 postes frontières, au niveau de Rubavu, Goma, Ruzizi 1, Ruzizi 2, Ruzizi Kamanyola et Bugarama. Donc nous avons ces 4. Alors, les femmes viennent là avec leurs problèmes et nous essayons de leur donner une aide juridique gratuite. Autre chose que nous avons remarqué, c'est que la plupart de ces femmes ont un niveau d'études plus ou moins équivalent à 6e année secondaire, c'est-à-dire elles n'ont pas les compétences en comptabilité, ce qui fait que la plupart d'entre elles ne savent pas comment mener à bien leurs finances. Et nous avons mis en place des gens que nous appelons les conseillers financiers de proximité, qui sont là pour aider ces femmes au quotidien à bien faire les calculs et aussi à prendre soin de leurs finances. Et avec ça aussi, nous essayons de les connecter avec les institutions financières pour qu'à la longue, ces femmes puissent croître leurs capitaux et avoir accès au crédit. Et enfin, ce que nous faisons, c'est nous essayons de connecter ces femmes aux services médicaux, là où les services relatifs à la santé de reproduction sont donnés, parce que ces services sont là, seulement que les femmes, la plupart par rapport à leur activité, ne sont pas au courant. Alors notre travail était maintenant d'amener ces services-là auprès des marchés, auprès des lieux où ces femmes traversent. Et depuis lors, nous avons vraiment remarqué un engouement et les femmes sont très positives à utiliser ces services. Docteur Elvis Membe, merci pour cet éclairage sur le commerce transfrontalier, en particulier pour les femmes de la sous-région. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Et vous restez toujours avec nous pour suivre l'élément sportif à présent. Les Jeux du Commonwealth s'ouvrent ce jeudi 28 juillet à Birmingham et le Rwanda participe à ces Jeux, comme nous le dit Kassim Youssouf. C'est pour la 4e fois que le Rwanda participe à ces Jeux après ceux de New Delhi en Inde, de Glasgow en Écosse et d'Australie en 2018. La première fois à Gold Coast en Australie, 17 athlètes avaient représenté le Rwanda et étaient rentrés sans avoir gagné aucune médaille. Cette année, ils sont 16 et vont rivaliser avec d'autres athlètes dans différentes disciplines
dont la natation, la course à bicyclette et à pied et le volleyball sur sable. La ministre du Sport, Munyangaju Aurore Mimosa, qui dirige la délégation rwandaise à ces Jeux, a demandé aux athlètes rwandais d'avoir un objectif et leur a rappelé que c'est un honneur de représenter leur pays. C'est bon d'avoir à l'esprit que même si on représente le Rwanda, il y a aussi qu'on joue pour soi-même afin de progresser en tant qu'athlète. Nous devons tous être conscients de tout cela et comprendre que nous sommes engagés dans un combat pour l'honneur de notre pays. La première chose, c'est l'objectif et que cela soit pour nous une bonne occasion pour nous entraîner, non seulement pour la compétition présente, mais également pour les échéances à venir. Et c'est par ici que nous allons boucler cette édition. Merci de l'avoir suivi. Au nom de toute l'équipe qui m'a accompagné tout au long de cette édition, Jean Damascène Manichimo, je vous remercie encore une fois. Portez-vous bien en compagnie de la TV rwandaise.